À la une, les organisations communautaires font la différence. C'est le thème de la journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée ce dimanche 1er décembre. Arly Noubok exige la libération de ses membres arrêtés depuis vendredi. Ils sont 9 au total. Ndeye Fatou Ndiaye Diop Blondin, qui fustige cette interpellation de ses camarades, rappelle que la liberté de manifester est garantie par la Constitution sénégalaise. Le rapport 2017 de l'ARMP qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, Racine Talla, le directeur général de la RTS, qui a été épinglé dans sa gestion d'aimant. Exploitation du fer de la Falémé, Ousmane Sonko demande aux Sénégalais d'être vigilants. Le leader de PASTEF soupçonne une nébuleuse dans la deuxième partie du protocole d'accord entre l'État et l'entreprise turque Tossi Ali. En sport football, Djambar remporte le challenge des champions. Les académiciens ont surpris les insulaires de l'US Gorée sur le score d'1-0. Abdou Cham est à la technique. Mesdames, Messieurs, bienvenue. D'abord, 60 millions de francs CFA pour l'entretien de son véhicule de fonction et 100 millions de dépenses hors marché. Le directeur général de la RTS dément ces informations parues dans le rapport de l'ARMP. Pour le patron de la radiodiffusion-télévision sénégalaise, l'autorité de régulation des marchés publics n'a jamais épinglé sa gestion. Voici Racine Talla au micro de Salif Sow. Quand on dit, oui, 60 millions pour les pneus de la voiture du DG. Il y en a qui l'ont dit, alors que ce n'est pas ça qui est contenu dans le rapport. On nous a dit qu'on a dépensé 60 millions en maintenance, mais nous avons un parc de plus de 100 véhicules. Et 2017, c'était l'année des élections législatives et il fallait couvrir 47 listes. Toutes ces explications ont été données au cabinet et qui les avait acceptées. Donc je pense sur ce plan, il n'y a pas de quoi fouetter un chat parce qu'il n'a jamais été acheté de pneus ni de pièces de rechange avec ces 60 millions dont on parle. Pour le reste, on parle de 100 millions et quelques hors marché. Vous savez, la RTS, c'est un budget de plus de 14 milliards. Donc, il ne s'agit que de ça, mais nous n'avons été épinglés sur absolument rien du tout. Il ne peut pas y avoir de nébuleuse dans ce que j'ai dit. Est-ce que quelque chose est nébuleux là-dedans ? Voilà, les précisions de Racine Talla sur les informations contenues dans le rapport de l'ARMP qui épingle sa gestion. Racine Talla, le directeur de la RTS, qui dément bien sûr les informations. L'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux avait annoncé le début des tests dynamiques du TER, le train express régional, pour hier samedi 30 novembre. Mais sur le tracé entre Guinaw Rail et Thiaroye Gare, les ponts routiers et les passerelles ne sont pas encore opérationnels. Le collectif pour la défense des intérêts de Thiaroye espère la livraison complète de toutes les infrastructures ayant trait à la mobilité d'Ongoka. Sur le tracé du TER, ce week-end, les travaux sur les chantiers des ponts routiers de Yeumbeul et de la route des Niayes sont à l'arrêt. Les points de passage sur les rails sont restés ouverts et les passerelles pas encore installées. Pourtant, l'APIX avait donné la date du 30 novembre pour livrer ces infrastructures. Libas Diagne, membre du collectif pour la défense des intérêts de Thiaroye. Toutes les populations nous posent. Thiaroye sera comment après que les murs seront fermés? Maintenant, voilà, c'est l'angoisse. On le ressent au niveau des populations et on espère que vraiment l'APIX va un peu accélérer par rapport à la mise en place de toutes ces passerelles. Bon, la réalisation de la passerelle supplémentaire, on savait que ça allait prendre un peu de temps. À Thiaroye Gare, les riverains se sentent un peu soulagés puisque le mur de délimitation n'est pas encore complètement fermé. C'est parce qu'ils craignent les problèmes de mobilité avant que les passerelles ne soient installées. La date du 30 avait retenu l'attention de toute la population thiaroyoise, également toute la population qui est sur le long du tracé du TER, parce qu'il avait été annoncé le cloisonnement des murs et qu'à Thiaroye la situation était un peu particulière parce qu'il y avait une très bonne partie de la population qui vivait de l'autre côté alors que les infrastructures de base étaient installées au niveau du camp. Donc j'ai personnellement remarqué que beaucoup de personnes sont déplacées express au niveau des rails pour voir s'il y avait des changements, etc. Les habitants de Thiaroye Gare espèrent que l'APIX ne prendra aucune décision de fermeture des points de passage sur les rails sans les tenir informés. Nongoka Pikine, RFM. Nongoka, le directeur général de l'APIX, reconnaît justement qu'il reste des travaux à faire, mais beaucoup de progrès ont été réalisés. Muntagassi souligne que d'ici la fin de l'année, une partie importante des ouvrages va être livrée. Il ajoute qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la totalité des essais pour démarrer. Le voici avec Macoumba Bey. Toutes les passerelles ville-ville sur le tracé de Dakar à Diamniadio sont disponibles opérationnelles. Mais je confirme, de Dakar jusqu'à Diamniadio, l'ensemble des passerelles ville-ville. C'est-à-dire que vous quittez d'un côté de la ville, d'un côté du tracé pour aller à l'autre côté du tracé,
que ce sont des parcelles disponibles. Sur la totalité du tracé, nous sommes en train de terminer le pro de Guinaorail, donc la voie de circulation de véhicules qui passent en dessous de la voie ferrée. Compte tenu de la complexité de cet ouvrage, pendant l'hivernage, nous avons connu un décalage de 2 semaines sur cette partie-là. À Yeumbeul, il est aujourd'hui praticable, nous sommes en train de finaliser durant la semaine à venir, donc la partie d'utilisation des passages des piétons à ce niveau-là. Donc sur la totalité du tracé, il reste simplement le pont de Cameroun, qui est un pont énorme et majeur du point de vue de l'ouvrage, n'empêche pas aujourd'hui, tant du point de vue de la mobilité que du point de vue des possibilités de pouvoir commencer les tests. Donc le 15 décembre, tout va être terminé. Le 15 décembre, comme j'ai indiqué, on va livrer le prat de Guinaorail et aussi le pont de Fasmao. Et pour la totalité de la livraison, il faudrait s'attendre à quand? La totalité des livraisons des ponts que j'ai indiqué tout à l'heure se feront à la fin de l'année. Donc vers la fin de décembre, on terminera avec toutes les dispositions sécuritaires. Les précisions de Muntagassi, le directeur général de l'APIX. Litige foncier à Rufisque, 3 hectares situés à Dango, oppose la famille de Momat Thiam, grand-père du ministre Serigne Mbaye Thiam, à un administrateur civil du nom de Sambassi. Face à la presse, la famille Thiam a accusé des agents des impôts et domaines de falsification de documents administratifs. Abdoulaye Thiam, le porte-parole, est interrogé par Abdou Diouf Diagne. Nous sommes là pour rappeler à l'État qu'au niveau de Rufisque, il n'y a que des agresseurs fonciers qui sont là et qui sont prêts à tout. Je vais vous montrer, vous voyez très bien que ce terrain-là, il est du nom de Momar Thiam, 6 à Rufisque, lieu dit Mbelelan. Vous avez vu le plan. Et voilà le procès verbal d'enquête publique en vue d'établissement d'un certificat administratif qui a été établi le 13 juin 1952. Il dit que ce terrain-là, il le délègue à Gore Thiam, Awa Thiam, Maguette Thiam, Gallo Thiam et Madian Nian. Donc nous constatons qu'il y a un certain Sambassi qui est venu implanter une maison témoin ici dans ce terrain. On a fait une demande au niveau de l'impôt et domaine et on a vu que le nom de Sambassi figure sur le droit réel. On ne sait pas comment est-ce qu'il a acquis ce terrain-là alors que c'est un titre foncier. Nous allons aller en justice pour que ce terrain-là nous revienne de droit et nous sommes décidés à le faire. Le terrain, c'était depuis quand vous dites? C'était depuis le 13 juin 1952. Il est né le 12 janvier 1945. Donc vous voyez que Yangui Souroche. Yangui Souroche déclare Abdoulaye Thiam, le porte-parole de la famille Thiam de Rufisque au quartier d'Angou. Donc sur ce litige foncier qui oppose la famille à un administrateur civil. Il est 7h08. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Le journal sur RFM. Barthélémy Ngom. Les organisations communautaires font la différence. Je vous le rappelle, c'est le thème de la journée mondiale de lutte contre le sida célébrée ce dimanche 1er décembre. Il s'agit là donc d'un thème pour rendre hommage aux organisations communautaires. Leur action pour riposter au sida prend des formes différentes. Leur leadership et leur engagement garantissent également la continuité et l'adéquation de la riposte en maintenant l'accent sur les individus et en s'assurant donc de n'oublier personne. Les organisations communautaires qui regroupent des pères éducateurs, des réseaux de personnes vivant avec le VIH ou concernées par la maladie. Nous y reviendrons donc durant nos prochaines éditions sur cette journée mondiale de lutte contre le sida qui, je le rappelle, est célébrée ce 1er décembre. Saint-Louis, l'arrêt des travaux de construction du logement de la sage-femme du dispensaire du quartier Diamaguène a fini par créer un danger pour le personnel. Le comité de développement sanitaire du dispensaire dénonce la situation et exhorte les autorités à achever les travaux dans les plus brefs délais. Mohamed Nabissila. Prévu pour 3 mois depuis juin 2018, les travaux de construction du logement de la sage-femme du dispensaire de Diamaguène n'a pu être achevé par l'entreprise. Une situation déplorée par Ibrahima Diop, le secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire du dispensaire de Diamaguène. En avril 2018, après avoir programmé à 2 reprises dans le budget municipal la construction du logement de la sage-femme, finalement c'est en avril 2018 que les travaux ont démarré. Et la durée des travaux était prévue pour 3 mois. Donc, normalement, en août 2018, on devait procéder à la réception définitive de ce logement. Et les travaux sont à l'arrêt. Depuis que ça fait au moins 10 mois.
Le prolongement de manière indéfinie de ces travaux a occasionné des dégâts pendant l'hivernage, avec des menaces d'accidents liés à l'électricité, une situation qui met le personnel en danger. Ça constitue une source de danger permanente, non seulement pour les prestataires, mais pour tout le personnel. Pendant l'hivernage, alors il y a eu des entrées d'eau. Et au niveau du bureau de l'infirmière chef de poste qui fait les consultations en médecine générale, elle était obligée de quitter son bureau pour aller loger ses services ailleurs. Et il y a eu même une coupure d'électricité due au fait qu'il y a eu des entrées d'eau qui ont entraîné une coupure d'électricité au niveau du courant. Et jusqu'à ce que ces gens qui étaient là en supervision m'ont demandé d'appeler la DESCOS pour constater le danger qui guette en permanence la structure, y compris le personnel et les malades. Aujourd'hui, le comité de développement sanitaire déplore également les pertes de matériel enregistrées de la part de partenaires qui voulaient les soutenir pour le bien-être des malades qui fréquentent la structure. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila, un mécanisme de mobilité du personnel de santé va bientôt voir le jour. C'est pour éviter la sédentarisation des agents dans leur poste. L'annonce est du chef de la division et de la planification au ministère de la Santé et de l'Action sociale en tournée à Kédougou, tournée dans le cadre d'une mission de supervision des ressources humaines. Le docteur Papa Abdoulaye Seck au micro d'Ibrahima Diabakhate. Nous avons visité donc des structures qui étaient donc d'accès très difficile, coupées à certaines périodes donc de l'année. Et nous avons remarqué également que les ressources humaines sont caractérisées par beaucoup de contractuels donc du ministère donc de la Santé. Nous avons également constaté que certaines ressources humaines sont démotivées et tout cela nous avons pu avoir donc des éléments que nous allons analyser et après un certain nombre d'années également pouvoir réfléchir sur un mécanisme de mobilité qui leur permette donc d'aller vers d'autres cieux et qu'on puisse ramener d'autres ressources humaines. Oui, c'est ce que je disais. C'est vrai que Kédougou est éloigné. C'est un problème aussi d'engagement, un problème de motivation, mais aussi il faudrait qu'on puisse réfléchir sur un mécanisme de rotation du personnel. C'est vrai, nous avons trouvé des personnels qui étaient là dans des zones reculées. Maintenant, je pense que le défi, c'est de pouvoir organiser un mécanisme de rotation qui, après un certain nombre d'années, puisse permettre à ces personnels de se rapprocher de leur famille et à d'autres de prendre le relais. Docteur Papa Abdoulaye Seck, chef de la division et de la planification au ministère de la Santé. Je rappelle qu'il était en tournée à Kédougou. Mise en place du Comité national pour l'hygiène publique et la lutte contre les encombrements, le ministre du cadre de vie, du logement et de l'hygiène publique annonce que le prix du chef de l'État pour la propreté va être lancé en 2020. Avant cela, chaque samedi du premier mois va être consacré au nettoyage des quartiers afin d'impliquer les populations. Abdou Karim Fofana, au terme de sa conférence de presse, ses propos au micro de Salimata Aou. Nous comptons au début 2020 d'abord lancer ces journées mensuelles qu'on va appeler peut-être naturellement les samedis de la propreté. Et au bout d'un exercice, peut-être 6 mois, 8 mois, 9 mois, procéder à l'évaluation et à la récompense des personnes méritantes, des organisations méritantes sur ce sujet-là. Ce que nous recherchons, c'est la prise en charge par les populations de ces problématiques. Nous cherchons à impulser. Nous demandons aux gouverneurs et aux communes de mettre en place le cadre organisationnel. Mais la vraie réussite de cette mobilisation va dépendre de l'implication des populations. Puisqu'en définitive, comme je l'ai dit, c'est une question de changement de comportement. Lorsque les populations auront les bons réflexes, lorsque les populations se seront organisées de façon autonome à la base pour créer un cadre de gestion des déchets comme ils l'ont fait avec les écoles et les comités de santé, notre mission aura trouvé un grand succès. Donc, ils sont au cœur du dispositif. Abdou Karim Fofana au micro de Salimata Aou. Université Alioune Diop de Bambey, le coût du loyer continue d'inquiéter les étudiants. Il faut maintenant débourser près de 40 000 francs CFA pour disposer d'une chambre. Eh bien, chaque année, une hausse est notée. En plus, dans le campus social, seuls 6% d'étudiants ont accès au logement. Babacar Diouf. Tous leurs problèmes seraient venus de ce constat par eux-mêmes dressés. Ndiaga Thiam, le président de la coordination des amicales d'étudiants de l'Université Alioune Diop de Bambey. L'Université Alioune Diop de Bambey n'a que 500 lits environ pour une population de 8 000 étudiants. Et si on fait le pourcentage des étudiants qui ont accès au logement dans les campus sociaux, c'est environ voire 5 ou bien 6% des étudiants. La conséquence, une hausse effrénée du prix du loyer dans toute la commune de Bambey. Une augmentation sans cesse des prix du loyer
Les chambres en terrasse, ils varient entre 30 000 à 50 000. N'en pouvant plus, les étudiants regroupés dans la coordination des amicales invitent l'État, les collectivités locales et leurs bailleurs à plus de compréhension pour une meilleure condition de séjour à l'université Alioune Diop de Bambey. C'est vraiment un appel solennel à l'ensemble des populations, à l'ensemble des bailleurs, mais aussi à l'ensemble des autorités locales qui résident à Bambey à revenir à de meilleures santé. Nous lançons aussi un appel au président de la République parce que l'université de Bambey, c'est une université d'excellence. Et pour maintenir le cap de l'excellence, il faudra que ces étudiants soient mis dans de bonnes conditions. Il faudra qu'ils essaient de les accompagner en augmentant les subventions pour les maires qui octroient des subventions à leur amicale. Et aussi lancer un appel aux maires qui n'octroient pas de subventions à leur amicale, de savoir que ici, les étudiants en ont besoin. La coordination des amicales d'étudiants de Bambey cherche d'ailleurs à organiser un panel sur la question du loyer dans la ville de Bambey, où aujourd'hui l'offre est supérieure à la demande. Bambey, RFM Babacar Diouf. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le projet de budget 2020 du ministère de l'Environnement et du Développement durable a été adopté par l'Assemblée nationale hier. Le budget s'élève à un peu plus de 25 milliards CFA. Abdou Karim Sall estime que son ministère va se tourner vers ses objectifs répartis dans 4 programmes. Il ajoute par ailleurs que la loi 09-2015 relative à l'utilisation des déchets plastiques connaît des limites et c'est pourquoi un autre projet de loi plus englobant cette fois-ci sera soumis aux députés pour adoption. Voici Abdou Karim Sall, le ministre au micro de Mamadou Oumarba. C'est un budget programme, comme son nom l'indique, qui s'articule bien sûr autour de 4 programmes. Le premier programme, c'est la lutte contre la déforestation et la dégradation des sols. Le deuxième programme concerne la conservation de la biodiversité et la gestion des aires protégées. Le troisième programme concerne la lutte contre les pollutions, nuisances et effets néfastes des changements climatiques. Le dernier programme concerne bien sûr la coordination pour la gestion administrative, bien sûr. Cette loi 09-2015 a connu des débuts d'application, mais seulement il y a quand même des limites quant au périmètre d'application de cette loi qui n'interdit pas l'essentiel des sachets plastiques qui polluent le plus. C'est la raison pour laquelle son Excellence le Président de la République nous a demandé de proposer un projet de loi modifiant la loi actuelle, abrogeant bien sûr cette loi actuelle. Et il y a de cela 3 semaines, ce projet a été adopté en Conseil des ministres et passera très prochainement bien sûr au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse l'adopter. Abdou Karim Sall, le ministre de l'Environnement. Ousmane Sonko, il demande aux Sénégalais d'être vigilants sur la deuxième partie du protocole d'accord entre l'État du Sénégal et l'entreprise turque Tosyali pour l'exploitation des mines de fer de la Falémé. 900 millions de dollars, soit plus de 535 milliards de francs CFA concernés. Le ministre en question, le ministre en tout cas des Mines et de la Géologie, minimise les propos du député et leader de PASTEF, les Patriotes, Sophie Gladima Sibi. Sophie Gladima précise que le protocole dont il est question a été réduit à 13 points et va préserver les intérêts des citoyens. Elle était à l'Assemblée nationale pour le vote du projet de loi de finances 2020 de son département. Seydou Nourouba. Le député Ousmane Sonko remet le débat sur la table de l'Assemblée nationale. Le protocole d'accord que l'État du Sénégal a signé avec l'entreprise turque Tosyali pour l'exploitation des mines de fer de la Falémé. Il s'adresse à la ministre des Mines et de la Géologie. Vous avez signé la première partie, les 120 millions de dollars, réalisation d'une usine de fabrication de rond à béton et de fil à machine à partir des billettes en acier importés. Et la deuxième partie, 900 millions de dollars d'investissement pour l'exploitation minière. Et il faudra que tous les Sénégalais surveillent parce que ce protocole, s'il fait partie d'un contrat, ce serait une catastrophe pour le Sénégal parce que ça aura été le plus mauvais accord que le Sénégal aura signé. Première réponse de la ministre des Mines et de la Géologie servie à Ousmane Sonko. Si c'est à l'hémicycle qu'on remet en question que la Constitution est au-dessus du code minier, à ce moment, on vous renvoie la balle, à vous de voir qu'est-ce qui est au-dessus de l'autre. Sophie Gladima Sibi précise que les 20 points du protocole ont été réduits à 13 et les discussions avec Tosyali se poursuivent.
Sur les 20 points du MOU du 9 octobre 2018, et toute personne qui veut la voir, on peut le remettre parce que c'est sur notre site du ministère. Il a été ramené à 13 points à l'issue de la rencontre qui s'est tenue avec l'APIX, le ministère Tosiali et le ministère des Finances le 8 juin 2019. Tous les points énumérés par Sonko ont été enlevés. Donc ça n'existe plus dans ces MOU que nous continuons de discuter avec Tosiali. Une autre question du député et leader du parti PASTEF, l'exploitation de l'or au parc Nyokolokoba par, selon Ousmane Sonko, les prédécesseurs de la ministre des Mines et de la Géologie. Sophie Gladima Sibi répond que le parc n'est pas de son domaine de compétence, c'est une réserve de la biosphère qui est du ressort du ministère de l'Environnement. RFM, la radio de toute l'actualité. Arli Nubok qui exige la libération immédiate des 9 manifestants arrêtés puis placés en garde à vue depuis vendredi. Ils ont juste exercé un droit constitutionnel pour dénoncer la hausse du prix de l'électricité selon la co-coordonnatrice de la plateforme. Des partisans du pouvoir ont eu à manifester devant le palais présidentiel sans être inquiétés. Elle dénonce cette forme de 2 poids 2 mesures. Ndei Fatou Ndiaye Diop Blondin au téléphone avec Mamadou Amarion. Ils sont au total 9 membres de FRAPP, Nitu de les Valeurs, SNP, Gilets Rouges et FDS, donc ont été arrêtés suite à leur manifestation dénonçant la hausse des tarifs de l'électricité, la hausse annoncée. Ils ont déposé, comme il est de droit, disons une lettre d'information au niveau des autorités et donc ont exercé le droit constitutionnel de manifester, disons, leur opinion sur la place publique. Donc, ils ont réussi à arriver jusqu'aux grilles du palais, déjouant un arrêté qui vient en porte-à-faux avec la Constitution, qui permet à tout citoyen de manifester partout sur le territoire. Donc, ils ont été arrêtés. Certains d'entre eux ont été arrêtés et on attend la suite. Parce que nous avons pu voir par le passé des manifestants de membres de la mouvance présidentielle, des étudiants, et des partisans du maire de Guédiawaye manifester jusqu'au palais avec des bombes lacrymogènes qui ont été lancées. Ils ont même escaladé ces grilles et ces personnes ont tout bonnement été relâchées et sont rentrées au bout de quelques heures. Donc nous attendons qu'il y a 2 poids 2 mesures. Voilà, nous attendons le même traitement pour ce dossier concernant les camarades. Et évidemment, nous soutenons pleinement cette manifestation, exprimant le ras-le-bol des Sénégalais de ces hausses, tous azimuts, surtout pour l'électricité qui impacte beaucoup de domaines dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle. RFM. L'actualité internationale. En République démocratique du Congo d'abord, avec cette tension et une suspicion également qui règne dans la ville de Béni. Hier, 2 personnes ont été tuées par la population qui les accuse d'appartenir aux combattants ADF. Il est difficile pour le moment de confirmer ou d'infirmer ces accusations, mais notez qu'au total 6 personnes ont été tuées cette semaine dans des manifestations à Béni. Et puis en Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara qui maintient toujours le suspense sur sa candidature ou sur sa participation à la présidentielle de 2020. Il déclare qu'il sera candidat si ceux de sa génération sont candidats. Une allusion à ses traditionnels rivaux Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Alassane Ouattara l'a dit lors de son déplacement dans une région située au nord de la Côte d'Ivoire. RFM Sport. Le sport, c'est l'affaire de Cheikh Tidiane Diagne. Cheikh, bonjour dans Sport Weekend. Bienvenue dans Sport Weekend. Cheikh Tidiane Diagne est à la présentation. La technique assurée par Amadi Ndiaye. Football chez nous. Diambar s'empare du trophée Challenge des champions. Les académiciens l'ont remporté par 1-0 ce samedi au stade Alassane Djigo de Pékin face à l'Union sportive de Gorée. Cheikh Bamba Dieng a marqué l'unique but de la partie à la 63e minute de jeu. À l'issue de la rencontre, Boubacar Gadiaga, le coach de Diambar de Sali, est tout à fait heureux de voir sa formation remporter ce premier titre de la saison. On l'écoute, des propos recueillis par Malal Junior Diagne. On a un peu souffert en première période, on a eu beaucoup de déchets, peut-être dû à l'enjeu. Je pense qu'on avait une équipe très jeune qui voulait gagner ce match, mais je pense que dans la première période, l'enjeu l'a primé sur le jeu. Et puis quand on entre au vestiaire, on leur a dit que ça ne sert à rien de gagner sans la manière. Il fallait mettre la manière pour que ça soit plus belle. Et alhamdoulilah, deuxième période, on a eu quand même beaucoup de maîtrise, beaucoup de changements d'options de jeu. Donc ça nous a permis d'avoir
d'avoir cette belle victoire et que voilà, tout le mérite revient aux jeunes parce que c'est une équipe très, très, très jeune. Il y a beaucoup de 2003 dans le groupe, donc ça nous fait du bien pour dire qu'il y a une bonne base de travail en A, que les éducateurs plus bas de Djambar font un bon travail et on est en train de récolter du bon boulot en bas et que voilà, que la fête a été belle et que ça continue, Inch'Allah. Malal Junior qui a aussi tendu son micro à Sidat Sarr, coach des insulaires de Gorée. Il a certes perdu, mais il se félicite du comportement de ses poulains. Non, dire ce qui ne va pas marcher, c'est un peu difficile parce que je pense que c'est un tournoi. On a fait 4 matchs, on vient de perdre aujourd'hui. Djambar, on l'avait gagné en championnat. Aujourd'hui, on perd. Je pense que c'est une victoire méritée pour Djambar. C'est vrai que la domination a été un peu avec nous, Gorée, mais on n'a pas été réaliste. La preuve, on a eu plus d'occasions qu'eux. Eux, ils ont été réalistes sur un coup, ils nous ont mis un but. Je pense que ça pourrait nous permettre encore de mieux se préparer pour le début du championnat qui va s'annoncer bientôt. Alors, pour le 7, est-ce qu'on peut dire que l'US Gorée est fin prêt pour démarrer cette nouvelle saison? Forcément, parce qu'aujourd'hui, on a fait une préparation, on vient de sortir tout de suite d'une préparation de 2-3 semaines à Toubab Diallo pour finir par des tournois où il y a eu possibilité de jouer 4 matchs, c'était notre objectif. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est prêt. On n'est pas prêt. Donc je pense qu'on est prêt à 80% vraiment pour démarrer cette saison-là. En levée de rideau, le Giraffe de Dakar a remporté la médaille de bronze après son succès 1-0 sur Teungueth FC. Le championnat démarre le week-end prochain. Le tirage au sort de l'Euro 2020 de football a eu lieu ce samedi. Dans le groupe A, on y retrouve l'Italie, la Suisse, la Turquie, les Pays de Galles. Dans le groupe B, il y a la Belgique, la Russie, le Danemark et la Finlande. Groupe C, Ukraine, Pays-Bas, Autriche. Ce groupe sera complété à l'issue des matchs barrages devant opposer la Géorgie à la Biélorussie, la Macédoine du Nord au Kosovo. Dans le groupe D, on y retrouve l'Angleterre, la Croatie, la République tchèque et puis les barragistes entre donc l'Écosse, l'Israël, la Norvège et la Serbie. Dans le groupe E, il y a l'Espagne, la Pologne, la Suède et puis ils attendent aussi de savoir l'équipe qui va compléter ce groupe E. Ce sera à l'issue des matchs barrages devant opposer Bosnie et Irlande du Nord, Slovaquie contre Irlande. Dans le groupe F, c'est le groupe de feu. On y retrouve l'Allemagne, la France, le Portugal et puis les barragistes Roumanie, Islande, Bulgarie, Hongrie. Il faudra rappeler que l'Italie, la Russie, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Espagne et l'Allemagne vont abriter chacun un groupe. Wembley va accueillir la finale de l'Euro 2020 le 12 juillet. La compétition débute le 12 juin 2020. Ismaël Sarr a signé son premier but de la saison sous les couleurs de Watford, mais ça n'a pas suffi puisque les coéquipiers du Sénégalais ont chuté en fin de partie 2-1 face à la formation de Southampton. Watford occupe la dernière place du classement de la Ligue 1, première équipe. Il s'agit de Liverpool qui prend le large d'ailleurs, auteur d'une petite victoire à Anfield de ce samedi 2-1 face à la modeste formation de Brighton. Les Reds prennent 11 points sur le double tenant du titre. Manchester City accroché à Newcastle 2 buts partout. Chelsea 3e ne fait pas mieux, battu à la maison par West Ham United 1-0. Parmi les prétendants au Big Four, seul Tottenham s'est imposé 3-2 face à Bournemouth, mais les Spurs restent à la 5e place au classement de la première ligue anglaise. Ce dimanche, pour la suite de la 14e journée, Leicester pourrait consolider sa deuxième place si toutefois les Foxes dominent Everton. C'est à 16h30 ce dimanche à la même heure. Manchester United 11e au classement joue contre Aston Villa. Arsenal aussi mal en point joue un peu plus tôt dans la journée de ce dimanche à partir de 14h contre la formation de Norwich. Le Real Madrid reprend provisoirement la tête de la Liga au FC Barcelone. Les Merengues en déplacement chez Alaves samedi l'ont remporté à l'entame de la 15e journée par 2-1. Le FC Barcelone dans un choc attendu ce dimanche à 20h à Madrid face à Atlético pourrait reprendre sa place de leader. Le FC Séville, 3e, joue dans la matinée du dimanche à 11h contre Leganés. En France, l'Olympique de Marseille reste le dauphin du Paris Saint-Germain qui se déplace ce dimanche en début de soirée à la Principauté pour faire face à l'AS Monaco, match prévu à partir de 20h. Mais déjà ce samedi, il faudra retenir cette défaite d'Angers à Nice 3-1. Angers qui reste à la 3e place du classement. Montpellier domine 4-2 Amiens. Lille et Dijon 1-0 pour les Lillois. Habib Diallo qui se signale du côté de Metz, il a scoré, mais cela n'a pas empêché à Nîmes de décrocher le point de nul. Un but partout. Reims et Bordeaux ont fait match nul, un but partout. En Italie, c'est la Juventus de Turin qui domine les débats. Leader, la vieille dame croise à 11h ce dimanche la formation de Sassuolo. Son dauphin Inter de Milan qui accuse un point de retard accueille à 14 Spal. À la même heure, la Lazio de Rome, 3e, croise Udine. En attendant, Atalanta a consolidé sa 4e place après sa large victoire ce samedi 3-0 face à Brescia. En Allemagne, Leipzig, surprenant leader, a enchaîné chez le promu Paderborn 3-2. Dortmund se relance dans la douleur à Berlin face au Hertha 2-1, mais les jaunes et noirs sont 5e au classement
Le Bayern Munich, 4e, qui évolue en dents de scie, a chuté à la maison 2-1 contre le Bayer Leverkusen. Début ce week-end du championnat du monde féminin de handball, c'est au Japon. Les Africaines ratent leur entrée. Le Sénégal a tenu fort face au Monténégro avant de chuter sur le fil 29-25. Il s'agit de la première participation du Sénégal. Pour rappel, Frédéric Bouchon est l'entraîneur de cette équipe. Il félicite ses filles. Très fier de la prestation de l'équipe. Ça correspond vraiment à ce qu'on avait voulu mettre en place. Voilà, on voulait montrer sur la première journée des championnats du monde que le Sénégal était devenu une équipe capable de jouer dans le contexte international. Donc bravo aux joueuses, bravo au staff qui a préparé avec beaucoup de sérieux cet événement et bravo à la fédération et à son président qui depuis des années croit au handball sénégalais. Aujourd'hui, je pense que c'est une récompense pour tous les gens qui ont investi du temps, de l'énergie pour que le Sénégal puisse exister dans le contexte international. Voilà, on est bien rentré dans cette compétition. Il nous a manqué, je pense, un petit peu d'expérience, un petit peu de maturité en deuxième mi-temps, mais on n'a vraiment rien à reprocher à personne. Peut-être 2-3 décisions qui auraient pu tourner en notre faveur et qui auraient pu aussi changer l'issue du match, mais c'est le prix à payer quand on est une nouvelle équipe. Voilà, donc il faut savoir faire le dos rond. Vite oublier ce match-là, s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien, vite l'oublier et se préparer maintenant pour la Roumanie demain. Tout le monde a cru jusqu'à la dernière minute que le Sénégal pouvait gagner. Tout le monde a cru. Ouais, mais on s'est préparé. Maintenant, on joue des équipes qui font partie des meilleures équipes au monde. Voilà, le Monténégro a 9 ou 10 joueuses qui jouent la Ligue des Champions tous les week-ends. Nous, on a 2 joueuses qui jouent la Coupe d'Europe tous les week-ends. Donc on a fait une prestation collective, une prestation d'équipe vraiment très solide. Tactiquement, mentalement, les filles ont vraiment répondu présent. Elles ont fait un match plein de concentration. Il nous manque un peu de qualité physique, on le sait. On a évoqué les choses avec les joueuses. Elles sont en train de faire beaucoup d'efforts pour compenser le léger retard qu'on a. Et puis on est en train de travailler tactiquement pour se mettre au niveau. Mais on a montré aujourd'hui déjà qu'on était un adversaire difficile à jouer et à entendre les commentaires du Monténégro sur notre prestation et à voir la joie des joueuses du Monténégro à la fin. Elles ont été obligées de lutter pour nous battre. Donc ça, c'est toujours une bonne nouvelle. L'Angola a elle aussi perdu contre la Serbie 32-25. La Suède qui domine la République démocratique du Congo sur le score de 26-16. Et puis nous terminons avec l'équipe masculine de rugby à 15 du Sénégal qui a battu ce samedi à Dakar son homologue de l'île Maurice sur le score de 63-30 lors du 3e match de la Rugby Africa Cup 2020. Cette victoire est synonyme de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations pour le Sénégal. Le Sénégal qui va partager son groupe avec l'Algérie et l'Ouganda. Sport Weekend, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. Merci.